Femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Chen Lihong. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Vous êtes en compagnie de Florian Dai pour la suite et fin de ces deux épisodes donc au sujet de Chen Lihong, qui est une pionnière dans le domaine de la photographie à Taïwan. Née en 1921 à Xindian, donc dans la banlieue de Taipei, à l'époque c'était la campagne proche de Taipei, elle a découvert d'abord le dessin et la peinture et puis à travers ses cousins la photographie. Et comme elle était assez douée, eh bien, elle a été au Japon pour étudier la photographie. À l'époque, notamment, il fallait aussi apprendre comment faire des retouches de négatifs et, par exemple, comment mettre de la couleur sur des photographies qui étaient prises en noir et blanc. Avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, elle a dû rentrer à Taïwan. Elle avait le rêve d'ouvrir son propre studio, mais à ce moment-là, il manquait d'argent et de beaucoup de choses de biens de première nécessité, donc ce n'était pas possible. Et c'est seulement plus tard qu'elle a réussi à réunir un peu d'argent pour ouvrir son propre studio. Donc c'était là que nous nous étions arrêtés la semaine dernière. Alors comment était ce studio ? Eh bien tout d'abord, elle l'avait situé dans la rue Yanping-Beilu, donc c'est un quartier animé du centre-ville, avec une haute fenêtre et une devanture élégante qu'elle avait fait spécialement décorer pour attirer l'œil et se faire remarquer. C'était vraiment un studio à la mode qui était parfois visité juste pour lui en tant que tel par des personnes qui n'avaient pas nécessairement besoin de se faire prendre en photo. Son entreprise s'est progressivement établie en quelques années et sachant qu'elle était la première femme à ouvrir un studio de photographie, elle savait qu'il fallait qu'elle sache se présenter et faire sa publicité. Et donc, c'était une des premières aussi à promouvoir son studio en mettant des publicités dans les journaux et en rédigeant des textes publicitaires. C'était quelque chose qui était très progressiste à l'époque et c'était un dialogue entre donc un jeune couple qui allait se marier et l'homme disait « Le printemps est là, nos parents ont donné leur bénédiction pour notre mariage » et sa copine qui répond « Alors nous devrions nous marier tout de suite ?» Il dit « Oui, marions-nous maintenant, absolument !» Et elle lui répond « Mais est-ce que nous avons des vêtements pour la photo de mariage ?» Et l'homme répond « Ah, mais tu n'as pas vu l'annonce de chez Lihong. Les costumes et les robes sont fournis gratuitement lorsque on va faire son portrait chez elle. J'ai entendu dire qu'elle était diplômée d'une école de photographie spécialisée à Tokyo. Nous pouvons choisir si nous voulons une lumière du jour, un arrière-plan naturel ou bien une lumière électrique. Ils ont tous les équipements les plus récents, le service est très chaleureux et il y a 3 ou 4 assistantes qui s'occupent de tout. Il n'y a aucun autre studio comparable à celui-là dans tout Taipei. » La fiancée demande « Et alors, est-ce que tu as déjà pris rendez-vous avec elle ?» Et il répond « Oui, bien sûr, j'ai choisi le jour de l'an prochain. Nous irons main dans la main et elle prendra une magnifique photo de mariage que nous garderons à jamais en souvenir de cette journée. » Voici donc un exemple de publicité que Chen Lihong faisait émettre dans les journaux pour attirer la clientèle. Et effectivement, elle explique que de nombreuses personnes se sont rendues au studio avec le journal encore à la main. Elle était très attentive aussi à ses clients, c'est-à-dire que dès que quelqu'un franchissait la porte de son studio de photographie, Chen Lihong évaluait leur tenue vestimentaire, leur façon de parler et l'expression de leur visage, et souvent, avant même qu'ils ne le disent eux-mêmes, elle devinait l'objet de la photo qu'ils souhaitaient prendre, ce qui lui donnait un air tout à fait professionnel. Elle décidait aussi très vite de l'éclairage à utiliser et de la manière de faire poser la personne, ce qui permettait d'éviter des longues discussions à ce sujet. Elle explique qu'elle était aussi consciente de l'attirance que les personnes pouvaient avoir les unes envers les autres, et donc qu'elle demandait généralement à un photographe masculin de photographier les clientes, tandis qu'elle photographiait elle-même les hommes, en disant que devant le sexe opposé, les gens ont l'air différents, et que l'humeur de la personne qui est photographiée est aussi très importante pour pouvoir avoir une photographie réussie. Si elle sentait que la personne n'avait pas confiance en le fait d'être pris par une femme photographe, eh bien elle tendait sa carte de visite une fois la prise de vue terminée. Et donc les clients étaient flattés de voir que c'est la patronne elle-même qui s'occupe d'eux et donc repartent satisfaits. Pour que tout se passe le mieux possible, elle explique que dans le studio, il y avait 7 ou 8 lampes différentes prêtes à l'emploi et 2 assistants qui étaient là pour déplacer les lampes et régler la lumière selon ses indications.
Elle ajustait l'éclairage selon les visages des personnes. Elle disait que par exemple un visage plus court devait plutôt être pris en plongée et qu'un bon éclairage peut donner l'impression qu'un visage mince est plus plein. Elle cherchait aussi à éviter de laisser les personnes trop longtemps devant l'appareil photo pour ne pas qu'ils commencent à paraître gênés et que lorsqu'elle avait un couple qui venait, eh bien, elle les positionnait de manière à ce que leurs visages et leurs épaules soient tournés l'un vers l'autre pour exprimer la confiance et le lien qui les unit. Enfin, pour photographier des personnes âgées et plutôt conservatrices, eh bien, elle n'utilise que les éclairages rasants et n'éclaire pas leurs cheveux pour ne pas les rendre blancs parce que les clients ou clientes pourraient penser qu'on cherche délibérément à les faire paraître plus âgées ou malheureuses. Au fil des années, Chun-Li Hong a continué à étudier et elle s'est rendue 2 fois au Japon plus tard pour étudier les cosmétiques parce que pour elle, la photographie et le maquillage sont liés. Au début, en prenant des photos de maquillage, eh bien, elle devait maquiller le visage de la mariée et elle révèle que si elle lui donnait déjà une bonne apparence dès le départ, elle s'épargnait beaucoup de travail sur la retouche des négatifs. Chun-Li Hong explique qu'à l'époque, les photos normales coûtaient environ $10 et les photos de luxe $15 taïwanais, alors que la plupart des gens ne gagnaient que quelques dizaines de dollars par mois. Son commerce était florissant et les gens prenaient rendez-vous parfois longtemps en avance et il y avait énormément de photos qui étaient prises en particulier de familles autour du Nouvel An chinois. Elle faisait en effet des promotions à certaines périodes ou pour certains événements et à la fois l'utilisation de ces promotions de publicité dans les journaux, dans les médias et la mise en avant de ses études au Japon sont des techniques publicitaires qu'elle était, pas exactement la seule, mais qu'elle était aussi une des premières à utiliser de cette façon-là et autant, et que beaucoup de photographes masculins ne faisaient pas du tout preuve de cette imagination. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de très novateur. Son studio s'est donc agrandi au fil du temps. Il est passé d'abord elle-même toute seule, donc, puis à 5 ou 6 photographes. Et au bout de 30 ans, eh bien, il y avait 15 ou 16 photographes qui travaillaient avec elle. Certains venaient même de Hong Kong et d'autres sont restés pendant 10 ans, voire plus. Chun-Li Hong était donc aussi une excellente manageuse puisqu'elle réussissait à attirer des photographes et à les garder à long terme. Et en fait, elle avait étudié les techniques de gestion du personnel dans une école de commerce au Japon. Et lorsqu'un employé commençait à travailler pour elle, eh bien, elle déposait une somme mensuelle à titre d'indemnité de départ, de sorte que plus une personne restait longtemps, plus elle percevait d'argent lors de son départ. À la fin de l'année, elle partageait aussi ses bénéfices avec ses employés. Mais lorsque ses employés avaient le désir et la capacité de voler par leurs propres ailes, eh bien, elle les encourageait aussi à s'installer à leur compte et leur prêtait même l'argent nécessaire. Ses employés la quittaient notamment lorsqu'ils se mariaient pour s'établir à leur propre compte, puisque ça rapportait plus que de travailler pour quelqu'un d'autre en général. Et donc, elle les encourageait à établir leur propre studio. Et elle voyait aussi que lorsque certains tardaient à se marier, eh bien, elle jouait elle-même les entremetteuses. Et elle raconte qu'elle a réussi comme ça à former plusieurs couples. Sa notoriété dans le monde de la photographie a grandi au point que, eh bien, elle s'est présentée et a été élue à l'élection de la présidence de l'association de photographie de Taipei. Alors certains collègues pensaient que ce serait indigne d'être dirigée par une femme et ont essayé de la persuader de faire le travail mais en utilisant le nom de quelqu'un d'autre, le nom d'un homme, mais elle n'a pas abandonné. Elle a insisté pour prendre son poste et non seulement elle a réussi à terminer son premier mandat, mais elle a été réélue ensuite pour 4 mandats en tant que présidente de cette association de photographes. Chun-Li Hong ne s'est pas mariée. Elle raconte qu'à une époque, lorsqu'elle était plus jeune, elle avait fait des projets de mariage avec un jeune homme qui venait de Penghu, qui avait aussi fait ses études au Japon et qui, ce qui était rare à l'époque, n'avait non seulement rien contre le fait qu'elle étudie au Japon, mais qui approuvait aussi qu'elle travaille dans la photographie, alors que c'était un domaine majoritairement masculin et que beaucoup considéraient comme inapproprié pour une femme parce que ça impliquait de montrer son visage en public. Malheureusement, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il a été enrôlé et envoyé en mer de Chine et n'est pas revenu. Donc Chun-Li Hong ne s'est pas mariée. Elle n'a pas eu d'enfant non plus, mais lorsque son frère cadet est décédé, eh bien c'est elle qui a élevé son neveu Chen Bo-tang,
qui est devenu son bras droit puisqu'elle l'a formé au studio de photographie et tous les deux ensuite se sont aussi un peu tournés vers le tournage de vidéos et pas seulement la photographie. Vers la fin de sa vie, toujours pleine de vitalité, Chun-Li Hong s'est aussi beaucoup plus consacrée à des organisations civiques et caritatives et lorsqu'elle fait un peu le bilan de sa vie, sa conclusion c'est « Je me suis pas si mal débrouillée ». Voilà. Et donc c'est sur cette phrase que je termine ce portrait de Chun-Li Hong, qui était la première taïwanaise à ouvrir son propre studio de photographie à Taïwan. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.